Doit-on acheter ou louer sa résidence principale? Un dilemme que tout le monde se pose. Un dilemme, une question qui arrive assez tôt au final dans une vie, puisque quand on va commencer à gagner sa vie, avoir un salaire, on va se poser la question de est-ce qu'on ne jette pas le loyer par la fenêtre? Et c'est cette espèce de mythe que j'essaye de déconstruire dans la chaîne Analysimo, mais aussi dans cette vidéo, justement pour vous donner quelques clés et quelques pistes de réflexion qui permettent de faire le tri entre savoir si on doit acheter sa résidence principale ou la louer, combien de temps et comment s'y prendre. En préambule, ce que je voulais vous dire, c'est qu'évidemment, tout le monde a son avis sur le sujet. Il y a d'ailleurs plein de vidéos qui ont été faites sur ça. Moi, j'essaye d'amener un peu mon regard sur ce sujet-là, louer versus acheter sa résidence principale, qui est en fait un sujet que j'ai traité moi personnellement, et pour lequel au début, j'avais beaucoup de mal de trouver les clés qui me permettaient de faire ma propre opinion, qui permettaient de prendre ma propre décision. Et au final, j'ai trouvé très rapidement la réponse, puisque en faisant un investissement locatif, on a directement les chiffres qui nous sont confrontés par rapport à la réalité. Alors, quand acheter sa résidence principale, où l'acheter, comment s'y prendre, etc., c'est pas ce qu'on va traiter dans la vidéo. Ce qu'on va traiter dans la vidéo, c'est vraiment trois raisons qui seraient dans le sens de la thèse de investir avant d'acheter sa résidence principale. Par exemple, investir et faire de l'investissement locatif ou d'autres classes d'actifs, hein, les actions, les obligations, d'autres choses qui vont vous apporter de la rente, qui vont vous apporter du patrimoine. En fait, vous pouvez décider d'investir dans d'autres classes d'actifs avant d'avoir un certain patrimoine et du coup que votre résidence principale vous coûte un certain pourcentage par rapport à ce patrimoine. Parce que oui, ce que j'ai oublié de vous dire en fait, c'est que la plupart des gens suivent des schémas et se retrouvent avec leur résidence principale assez tôt. Et cette résidence principale pèse très lourd dans le patrimoine. De sorte qu'en fait, ce patrimoine, il n'est pas très dynamique. Il est représenté à 80-90% de la valeur vénale du bien qui est acheté en résidence principale, une fois que le prêt est remboursé, que les mensualités sont finies, parce que quand les mensualités sont encore là, on ne sait pas si on ne va pas faire défaut. Et globalement, un compte épargne à côté, un salaire qui est versé, qui sert à rembourser la mensualité, et on se retrouve 20 ans plus tard ou 25 ans plus tard avec un patrimoine qui a peut-être profité d'une certaine plus-value si la démographie et si l'immobilier continue sur ce chemin, ce qui n'est pas dit. Alors que, et vous le verrez dans la suite de la vidéo, c'est un des 3 points, on aurait pu faire autre chose avec ce patrimoine en termes de placement ou en termes d'investissement avec effet de levier. Bien évidemment, la première réflexion que tout le monde a, c'est pourquoi je paye un loyer alors que ce loyer potentiellement pourrait être une mensualité qui correspond à un bien, le bien de mes rêves ou du moins un premier bien qui me permettrait de devenir propriétaire. Ce loyer, après tout, autant il est supérieur à une mensualité. Par exemple, je paye 1200 € de loyer, 1500 € de loyer, et si j'avais ma résidence principale ailleurs, ou pas très loin, peut-être que j'aurais une mensualité de 1000 €, et du coup, en fait, je jette de l'argent par la fenêtre. Sauf qu'on va voir qu'en fait, à loyer versus mensualité équivalent, évidemment, la réflexion peut se poser, mais vous allez voir forcément qu'il n'y a pas de vérité vraie, dans le sens où, même si la mensualité paraît inférieure que le loyer, c'est-à-dire dans notre exemple là, 1200 et 1000 €, en fait, vous avez des coûts cachés qui nous permettent de dire que, en tout cas pour moi, investir avant d'avoir sa résidence principale est beaucoup plus intéressant que d'avoir sa résidence principale et ensuite jouer avec le capital restant pour investir. Le premier point, qui est un coût caché, on va dire, par rapport à cette réflexion loyer versus mensualité, le premier point, c'est les taxes et les impôts. Alors certes, quand on a un loyer, quand on est locataire, on a quand même la taxe d'habitation à payer, puisque quand on est locataire au 1er janvier dans un bien, on a la taxe d'habitation, donc on ne va pas la compter dans nos taxes et impôts. Mais par contre, la taxe foncière, elle impacte fortement notre capital immobilisé pour l'immobilier. Donc ce premier point est souvent oublié, puisqu'on se dit, on agit à l'émotion, allez, j'achète cet appartement, j'achète cette maison. Alors qu'une taxe foncière, ça peut vite, chaque année, être une dépense qui est importante. 0,5, 1%, 2% du prix du bien, parfois. 2% du prix du bien, 1% du prix du bien, ça peut vous paraître peu, mais à la longue, sur 20-25 ans, en fait, c'est la mécanique des intérêts composés, que je vous explique dans d'autres vidéos, mais que vous êtes censé connaître maintenant, sauf qu'elle est dans le sens inverse. Ça veut dire que c'est une mécanique d'intérêt composé, mais pas pour vous,
pour celui qui vous prête ou du moins pour quelqu'un d'autre. Il n'y a pas, vous n'en bénéficiez pas puisque c'est vous qui dépensez par définition l'argent. Donc ça, c'est, on va dire, à garder en tête dans un premier temps, un petit pourcentage du prix du bien chaque année. La deuxième raison et le deuxième coût caché en fait de l'achat de sa résidence principale, en fait, c'est le coût d'entretien. C'est tout ce qui va être ameublement, changement des meubles, changement au niveau de l'aspect visuel du bien, donc les travaux d'embellissement, mais aussi les travaux de rénovation, ainsi que les charges de copropriété et tout ce qui va avec en fait la détention d'un bien. Ravalement de façade, peinture, amélioration du bien, il y a tellement d'exemples que c'est difficile de faire une liste exhaustive, mais vous avez compris l'idée. Alors que quand on est locataire, il y a beaucoup de ces charges, en fait, de ces coûts cachés qui vont être pris en compte par le propriétaire, ou alors vous avez juste à faire appel à l'agence qui s'occupe de votre bien en gestion locative pour dire bonjour, j'ai besoin d'un devis parce que la plomberie ça va plus, la façade ça va pas. Bon là c'est plus dans l'exemple d'une maison parce que sinon il y a les syndics de copropriété, etc. Mais vous avez compris aussi l'idée là, vous avez des coûts cachés qui sont souvent estimés eux aussi à 1,5-2% du prix du bien chaque année en fonction de l'ancienneté du bien, en fonction de s'il y a des choses à faire ou pas. Donc avec ce deuxième point, on retrouve, on va dire, le premier pourcentage plus, là, un pourcentage un petit peu plus important, mais pour être gentil, on va compter 1% aussi. Et le troisième coût caché, qu'on ne voit pas forcément quand on analyse la mensualité qui nous est proposée versus le loyer qu'on paye, c'est tout simplement le fait que l'apport qui est amené pour constituer le dossier de crédit pourrait très bien être utilisé dans un autre type de placement ou dans un type de placement à effet de levier même. Donc là, c'est plus du placement, c'est de l'investissement parce qu'on attend un retour sur investissement et on fait de l'argent avec de l'argent qu'on n'avait pas au départ. Ça, pour moi, ça s'appelle un coût d'opportunité ou un coût d'immobilisation du capital. C'est assez comptable ce que je dis, on va dire, je ne suis pas comptable, mais disons que ça c'est une notion assez chiffrée. Et ce coût d'opportunité, c'est un peu ce que je vous expliquais en début de vidéo, c'est pour ça que je vous ai dit qu'on allait en parler maintenant, c'est en fait le fait que 80 à 90% du patrimoine va être immobilisé dans la valeur de l'appartement ou de la maison qui sert de résidence principale, alors que vous auriez pu faire 1, 2, 3 investissements locatifs à côté, avec un cash flow positif, emprunter le même argent, mais pour constituer un apport supplémentaire plus élevé pour le futur. Si vous l'avez déjà fait, achetez votre résidence principale, pas de panique évidemment, c'est des schémas de société, c'est on va dire quand même un placement en bon père de famille, mais ça ne correspond pas, moi, à la vision que j'ai de l'investissement et de la construction du patrimoine que j'ai envie de faire. En effet, si on avait placé cette somme sur un livret A, le plus basique des placements, là aujourd'hui il est à 2%, donc rien que ces 2% qui sont ajoutés, je vous le rappelle, aux deux premiers critères, aux deux premiers coûts cachés, 1% plus 1% plus 2%, en fait on se rend compte qu'on a 4% par an qui partent en fumée. Et là, ce n'est que l'exemple du livret A. Évidemment, il ne faut pas se baser sur les performances passées des marchés financiers, mais en moyenne, on sait que sur 50, 100 ans, etc., les marchés financiers, les actions, les titres de propriété d'entreprise, de business, font en moyenne 5, 6, 7% par an. Donc là, on aurait au bas mot 5 plus 2%, 7% par an de coûts cachés, ce qui est énorme quand on sait que la valeur d'un bien, ou d'un apport en l'occurrence, peut être assez élevé, surtout en ce moment avec l'augmentation des crédits immobiliers et aussi des crédits de toutes sortes. Les taux d'intérêt sont très élevés et les dossiers sont de plus en plus exigeants en termes d'apport, en termes de garantie financière. Donc si je devais faire une petite conclusion, en fait, on se rend compte que les intérêts composés dont j'ai parlé tout à l'heure, qui n'étaient peut-être pas clairs, mais en fait, la somme que vous immobilisez et le fait qu'elle grandisse de 7% par an, en fait, vous allez avoir, imaginons, un apport de 100 000 euros. C'est énorme, mais c'est juste pour l'exemple et que les chiffres soient simples. 100 000 euros x 7% sur un an, ça vous semble pas beaucoup. En effet, c'est que 7 000 euros. Mais en fait, 7 000 euros plus 7 000 euros, ça fait déjà 14 000. Mais en fait, les intérêts composés, la magie de ça, c'est qu'en fait, les 7% de l'année d'après ne s'appliquent pas sur 100 000 euros, et donc ne sont pas 14 000 euros sur 2 ans, mais en fait, s'appliquent sur 107 000 euros. Donc en fait, on va avoir un peu plus que 7 000 euros la deuxième année, un peu plus que 7 000 plus la somme de l'intérêt composé la troisième année. Et en fait, c'est un effet boule de neige, un effet d'emballement sur le patrimoine à long terme qui permet
d'avoir une courbe d'évolution exponentielle. Je vous mettrai, si je peux, quelques exemples qui s'afficheront pour justement vous montrer en fait des simulations d'évolution de patrimoine ou d'évolution de placement à effet de levier. Et l'effet de levier, ça peut bien sûr avoir des effets négatifs. Si on a une capacité d'emprunt qui est trop élevée et donc un surendettement, il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. Je ne suis pas en train de vendre les mérites de s'endetter à tout prix pour pouvoir faire de l'effet de levier et de la courbe exponentielle d'évolution de patrimoine et d'argent. On peut très bien se dire qu'on fait des placements en bon père de famille, encore une fois, comme tout à l'heure sur le livret A, à la place des marchés actions ou des autres actifs plus risqués, et qu'on bénéficie de 4% par an au lieu de 9, etc., etc. 9 étant 7 plus 2 en comptant les coûts d'entretien et les taxes, etc., qu'on n'a pas mis dans la résidence principale. Je pense qu'il est nécessaire de se poser la question, de ne pas faire n'importe quoi, de ne pas marcher qu'à l'émotionnel, même s'il ne faut pas être que froid, il faut savoir se faire plaisir dans la vie. En tout cas, j'avais envie de traiter le sujet à ma manière. On résume rapidement, les taxes et impôts, les coûts d'entretien, les coûts d'immobilisation du capital, et je suis sûr qu'il y en a d'autres que j'oublie. Il faut que vous me les disiez en commentaire. Il faut que vous me disiez aussi en commentaire comment vous appréhendez la chose, parce que moi, c'est mon profil investisseur et il peut être plus risqué, plus appétant au risque que vous. On peut aussi très bien ne pas avoir du tout le même âge et avoir différentes priorités, ce qui est bien sûr à mettre en perspective. Qui plus est, le placement immobilier et là, l'investissement immobilier, parce qu'on attend un retour sur capital, donc la mensualité doit être inférieure au loyer net perçu. Je vous invite à regarder mes vidéos précédentes pour ces sujets-là. Ça doit être quelque chose en fait aussi qui doit nous éviter de perdre notre capital de départ. Parce que si c'est contre-productif et qu'en fait on se retrouve avec 1 an, 2 ans, 5 ans de loyer non perçu, en fait là, on a aussi un coût d'immobilisation. Et vous voyez que la mécanique est valable aussi pour l'investissement et pas seulement pour la résidence principale. C'est pour ça qu'il faut faire des choses raisonnablement, mais aussi ne pas hésiter à prendre quelques risques quand une opportunité se présente sur le marché. Alors comment vous allez construire votre plan d'expert immobilier? Comment vous allez construire votre plan de gestion de patrimoine? Dites-le moi, j'aimerais bien le savoir. Et je vous laisse tout de suite avec une autre vidéo qui traite d'un sujet similaire qui va vous plaire. À bientôt sur Analyse Immo. Ciao.